Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline, ravi de vous revoir et toujours j'adore votre nom guerre, Marika. Donc ce soir, c'est avec Marika que nous allons aborder un nouveau sujet. Alors un petit peu plus technique que les autres. Déjà, on va commencer avec un anglicisme. Donc focus sur le fixed income. Donc c'est pas mal. Là, on a trois mots anglais sur cinq. On a juste gardé le sur et le en français. Donc, on va se concentrer sur les revenus fixes. C'est ça que ça veut dire en français. Et je vous laisse introduire et puis après, je vous poserai des questions et je rebondirai. C'est ça. Bon, en gros, c'est vraiment, on parle d'obligation quand on parle de fixed income. Et pourquoi fixed income, du coup, c'est revenu fixe, comme vous avez dit. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un produit financier où, en quelque sorte, vous vous mettez à la place de la banque. Donc, c'est-à-dire que vous avez de l'argent que vous allez prêter pour une durée déterminée. Et en échange, vous allez recevoir des coupons. Et seulement à la fin du contrat, vous allez possiblement, on espère, récupérer votre mise de départ. Donc, il y a deux risques principaux à ce genre d'investissement. Le premier, c'est comme je l'ai dit, le risque de défaut de la contrepartie. Donc, puisque c'est vous qui avez prêté, le risque, c'est que l'entité à laquelle vous avez prêté ne peut pas vous rembourser. Et donc, plus vous avez prêté à court terme, plus c'est facile, entre guillemets, d'anticiper ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé. Quand on parle d'obligation, on peut partir de 6 mois, mais aussi 30 ans. Donc évidemment, à 6 mois, on a beaucoup plus de visibilité qu'à 30 ans. Et pour avoir plus de visibilité ou de clarité sur la qualité, il y a des classifications qui sont faites par des organismes de crédit et donc du coup qui vont donner une note de crédit. Et donc il y a un peu deux grosses classifications. Il y a investment grade, ce qu'on appelle, qui sont donc les notations les meilleures, et high yield ou junk, désolé pour les anglicismes, pour du coup ceux qui sont plus risqués, mais aussi qui donnent plus de rendement. Et le deuxième risque, c'est le risque de taux d'intérêt. Puisque, comme on dit, on est parti sur des taux fixes. Si les taux montent, en fait, le prix de notre obligation va diminuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coupon va être moins attractif. Donc, si on vous donne par exemple du 4%, alors que les taux montent et maintenant vous pourriez avoir du 5%, plus personne va vouloir de votre deal à 4%. Donc, c'est pour ça que mécaniquement, les deux sont opposés. Et aussi, plus le taux d'horizon est proche, plus ou moins, entre guillemets, il y a probabilité que les taux montent. Enfin, ou alors c'est déjà, entre guillemets, inclus dans les cours. Et donc, encore une fois, plus vous investissez sur le court terme, bah, moins il y a de risques, puisque plus vous pouvez anticiper en avant. Alors, Donc ça, je vais vous interrompre. Donc là, vous avez parfaitement décrit le chemin le type de l'obligation, avec la durée, avec la qualité. Et avec bien entendu le taux qu'on va avoir et qui peut être une bonne affaire ou une mauvaise affaire, eu égard à la durée ou à la qualité. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Dans ce monde des obligations, il y a deux grands mondes. Il y a le monde des obligations cotées et le monde des obligations non cotées. Juste un mot sur les obligations cotées. La très longue et lente évolution dans les 40 dernières années des obligations cotées, c'est que le prix d'une obligation est devenu de plus en plus cher. Je me rappelle, dans les années 80, il y avait des obligations qui étaient émises et c'était 100 francs l'obligation ou 1000 francs l'obligation. Et donc, un peu, entre guillemets, n'importe quel épargnant ou n'importe quel détenteur d'un petit patrimoine pouvait se construire son portefeuille en disant j'en prends deux là, j'en prends trois là, j'en prends cinq là. Et il gérait un peu à l'époque ce qu'on appelait, c'est de là que vient le terme, il gérait des papiers. Parce qu'en vérité, à l'époque, il avait des vraies obligations qui étaient matérialisées avec des papiers. Cette époque, elle est un peu révolue, donc je vais juste vous poser une question et on va passer à la suivante si vous répondez comme je le suppose. Est-ce qu'aujourd'hui, un particulier qui a un patrimoine raisonnable, même si son patrimoine est de qualité, avec le prix actuel auquel sont émis les obligations ligne par ligne, peut encore se constituer tout seul un portefeuille d'obligations cotées?
Alors pour moi, c'est même pas une question de prix de l'obligation, c'est plus une question d'accessibilité. Puisqu'en fait, le marché primaire, donc le marché vraiment quand il y a une entreprise ou un État, parce que n'importe qui peut émettre de la dette, quand il y a une des deux entités qui veut émettre de la dette, en tant que particulier, on n'y a pas accès. Donc ça, c'est le marché primaire, c'est quand l'émission vient d'être faite. Par contre, il y a un marché secondaire, donc c'est un peu comme la seconde main. Donc c'est un marché où il y a des gens qui achètent et qui revendent. Et donc ça, voilà, on y a accès. La seule chose que je dirais, et donc du coup, c'est pas si facile en tant que particulier, mais pas nécessairement sur le prix, c'est plus qu'en fait, une action, il y a une entreprise, une action. Alors qu'une obligation, il peut y avoir une entreprise, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers d'obligations qui lui sont liées. Et donc, du coup, le marché est tellement énorme que c'est assez difficile pour un particulier de bien comprendre et de même avoir une vision un peu globale de ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, le prix moyen des obligations cotées, ou le prix, peut-être pas moyen, mais le prix médian, le prix qu'on voit le plus souvent, c'est quoi? C'est 100 000 € l'unité, 1 million d'euros l'unité? Non, non, alors ça, c'est pour le marché primaire, mais du coup, Oui, sur mais le pour le marché marché second. primaire. Ah oui, ah non, ben ça, du coup, oui, c'est complètement inaccessible pour les particuliers. Et sur le marché secondaire, elles seraient décimalisées. Et donc, vous pourriez les acheter, elles sont coupées en petits morceaux, en millièmes ou en centaines. Exactement. Et Ouais. c'est fait systématiquement. C'est-à-dire, quand vous avez un Euh, L'Oréal qui émet, par exemple, des obligations par tranche de 1 million, vous allez les retrouver sur le marché secondaire par tranche de quoi? De 1000, de 10 000, de 100 000? ouais, à partir de même de quelques centaines d'euros. D'accord. Et ça, c'est la pratique commune pour toutes les obligations? Oui, franchement, ouais. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que sur le marché secondaire, un particulier avec un patrimoine moyen, on va dire, il Mm. rentre, il se connecte, il passe par son broker et puis il achète et il vend. Un broker ou même une plateforme. On donne une Non, plateforme. ouais, ouais. La seule chose, encore une fois, c'est il y a tellement, ouais, il y a tellement d'obligations que c'est dur de s'y retrouver. Pour moi, c'est le point le plus complexe. Donc, si on n'est Parce que pas vous allez vraiment avoir, Donc, si on n'est pas vraiment averti, et c'est là que je voulais en venir, vous allez proposer de passer, enfin, vous allez proposer, vous allez penser qu'il est plus légitime et plus intelligent de passer par des fonds. Mm, Alors, exactement. là, je reviens à une émission qu'on a eue il y a quelques semaines. S'il y a des fonds, il doit aussi y avoir des ETF. Oui. Et alors, vous nous disiez il y a quelques semaines que quand le marché était mature, vous aviez plutôt tendance à vous tourner vers les ETF. Quand le marché était plutôt jeune et où on pouvait détecter beaucoup d'erreurs de jeunesse, vous aviez plutôt tendance à vous tourner vers des stock pickers. Donc là, pour les obligations, vous conseillez plutôt l'ETF ou plutôt les fonds obligataires? Donc, encore une fois, moi, je donne jamais de conseils Non, mais d'investissement, mais en développant une position, ce qui vous semble le plus approprié par rapport à un épargnant lambda. mm, mm. Ben, je diversirais entre les obligations d'État, où ça, globalement, je trouve des ETF, donc sans stratégie vraiment derrière, c'est largement suffisant. Et par contre, pour les entreprises, donc le marché corporate, pourquoi pas des fonds plus actifs. D'accord. Et donc là, on était dans l'univers du côté. Donc on reste dans quelque chose qui est plutôt gros, qui est plutôt du paquebot et du lourd. Si on va maintenant dans l'univers du non-côté, où là aussi, on va trouver énormément d'obligations. Et d'ailleurs, c'est un marché, bon, je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais de ce que je vois, qui sur les 10 dernières années a explosé. Est-ce que vous, Mm. vous avez des chiffres ou c'est comme moi, vous voyez juste les émissions et vous le constatez? Non, c'est ça. Le non-côté, non, je connais pas spécifiquement. D'accord. Alors, comment on rentre dans le non-coté en fixed income? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, là, on est sollicité, donc il y a même des publicités qu'on voit un petit peu sur Internet, sur Facebook, sur Google, une obligation, la meilleure obligation. D'ailleurs, des gens qui essayent de démarrer leur entreprise
en émettant des obligations alors que leur entreprise n'a aucune maturité encore, même peut-être pas de profit encore. Et tout ça avec bon, quelque chose qu'on aime bien ici, là, donc la dette immobilière, où on est très très souvent revenu dessus dans l'émission. Donc comment vous triez un peu là-dedans et comment vous réorganisez ça dans cette vision, puisque notre sujet c'est le fixed income. Mm, mm. Donc clairement, le coté, c'est quand même moins risqué que le non-coté. Pourquoi? Parce qu'il y a, ce sera, comme vous avez dit, des plus gros mammouths, des plus gros noms, etc. Alors que le non-coté, c'est souvent fait par des entreprises jeunes ou des entreprises qui ont besoin de financement, mais assez en amont de la stratégie. Donc, je le recommande. Enfin, si j'avais à choisir, personnellement, je préfère le côté. Par contre, tout ce qui est crowdfunding, etc., complètement possible puisque en fait, c'est assez réel. On aide vraiment des petites entreprises à se développer, etc. Mais comme c'est pas coté, du coup, il y a une plus grande recherche qui doit être faite pour vraiment comprendre quel est le but de cette émission, à quoi ça va financer, à quoi ça va servir, pour être sûr que les fonds soient bien utilisés et du coup qu'il y ait le rendement attendu et que, encore une fois, comme le plus gros risque des obligations, c'est le risque de défaut, on n'a pas envie de financer quelqu'un qui, dans quelques années, fera défaut. D'accord. Alors, autre question. L'année 2022, ça a été une année catastrophique pour les obligations. On a eu plusieurs invités qui sont venus et qui nous ont raconté, donc chiffres à l'appui, que on est dans le plus grand krach obligataire du siècle, que clairement le krach a été plus sévère sur les obligations qu'en 1929. Il a été nettement plus sévère que en 93 ou 87 quand il y a eu d'autres cracks obligataires. Donc, bon, le passé, on ne le change pas, ça c'est clair. Alors, imaginons que quelqu'un vous ait devancé et vous ait écouté et investi dans du fixed income avant 2022. Donc là, maintenant, le crack, il l'a passé. Donc, comment est-ce qu'on réagit à ça? Et comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on va essayer de s'en sortir après avoir eu des pertes de fortes, donc qui étaient liées principalement à la hausse des taux, mais aussi au risque de défaut. Même si le risque de défaut, c'est d'abord une perception avant d'être une réalité, puisqu'il faut qu'il y ait défaut pour qu'on puisse compter. On a Mm, d'abord mm. peur d'une faillite et ensuite on a la faillite, quoi. Alors, Ben, on vous écoute. ouais, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a soit vous avez investi sur une obligation spécifique, donc via le marché secondaire, puisqu'on a dit que le marché primaire en tant que particulier, il est pas vraiment accessible. Et donc, dans ce cas-là, donc, soit vous avez, en fait, la baisse des cours vous impacte pas, entre guillemets, tant que vous la gardez et que vous allez jusqu'à l'échéance. Pourquoi? Parce que une obligation qui a été vendue 100 à l'émission, on retrouvera les 100 à maturité. Et donc, elle peut aller à 110 ou elle peut aller à 90, elle peut avoir un petit peu de volatilité. On sait à la maturité de l'échéance, elle reviendra à 100. Donc, soit vous avez de la plus-value ou de la moins-value, mais vous vous en fichez puisque vous saviez que vous vouliez investir sur une période spécifique. Et donc, du coup, la volatilité, ça ne vous impacte pas. Ou alors, vous avez investi dans un fonds et du coup, le fonds, comme il est souvent actif, donc ça veut dire qu'ils achètent et qu'ils vendent, etc. Du coup, là, la performance, elle est vraiment réalisée. Euh, donc, ouais, je différencierais les deux. D'accord. Et souvent, quand on est sur des fonds actions, quand on est sur des périodes d'action de baisse, il y a un moment, il y a un effet ressort, un effet élastique, un effet boomerang. Enfin, il y a mille et un noms qui font que à un moment, ça repart. Et quand on regarde l'historique sur les 50 dernières années, bon, on voit bien que, alors moi, on va dire, de mémoire d'un homme comme moi avec quelques cheveux gris, le plus long, c'est 2 ans et demi, mais après, le marché il est reparti. Donc, je me rappelle de l'année 2001 qui était pas très bonne, de l'année 2002 qui était encore plus dégueulasse, 2003 qui a très mal commencé, mais qui s'est très bien fini. Donc, en fin de compte, on voit qu'à un moment, dans les actions, ça a toujours joué. Alors, première question, est-ce que dans les obligations, ça a toujours joué dans le passé aussi? Alors là, j'ai juste envie de dire, enfin, je le dirai après. Et deuxième chose, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi travailler ce sujet
et dire bah, après une année aussi mauvaise que 2022, et c'est bien entendu pas un conseil, c'est peut-être le moment aussi de revenir, de se renforcer ou de revoir la classe d'actifs. Allez, en une minute pour qu'on reste dans les temps. Ouais, donc on dit toujours les performances passées sont pas le présage des performances futures. Donc en général, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que donc les produits fixing comme les obligations, c'est un bon moyen de diversifier. Pourquoi? Parce qu'en général, les actions et les obligations réagissent de façon différente. Et pourquoi ça a été cata l'année dernière? C'est que justement, ce rôle de diversification, il n'a pas vraiment eu lieu. Les actions sont tombées, mais bon, c'est censé être plus risqué que les obligations, mais du coup, les obligations aussi, et d'une performance qui était très impactée. Donc, en théorie, les obligations sont censées être moins risquées et du coup, avoir des performances moins élevées, que ce soit à la hausse ou à la baisse, alors que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Ok, bah voilà, on est pile dans les temps et comme on a eu des instructions de la radio de bien respecter les temps, on va les respecter. J'aurais voulu vous entendre sur les obligations russes et ces fameux emprunts russes qui ont fait un petit peu la ruine de la France. On n'a pas le temps, mais réfléchissez au sujet parce que la question, je vous la poserai à une prochaine émission pour avoir tout ça. Et bien, comme d'habitude, ce fut un plaisir de vous avoir. Merci, bonne soirée. Et on se reverra dans 15 jours pour un nouveau titre encore et un nouveau sujet. À très vite. Au revoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir pour cette émission spéciale où on va parler de crowdfunding immobilier, de dette immobilière. Je ne sais même pas si on peut encore le qualifier avec un nom très spécifique, mais en tout cas, ça devient un univers très spécifique qui s'éloigne du crowdfunding en général et qui gagne sa spécificité, qui s'éloigne aussi du financement qu'il y avait pu avoir avant l'existence des plateformes de marchand de biens par des club deals ou par des choses comme ça, avec une approche différente tant au niveau de la recherche du produit à financer qu'au niveau des clients. Ça fait maintenant à peu près 6 ans, peut-être 7 ans que ça a commencé. Au début, c'était une goutte d'eau, c'était quelques centaines de milliers, quelques millions d'euros. Et là, j'ai lu différents chiffres, comme quoi on avait dépassé le milliard, et voire même d'autres chiffres qui disaient qu'on avait fait beaucoup plus que dépasser le milliard. Vous nous expliquerez ça, c'est peut-être de savoir un peu comment on compte et qui on compte. Avant de commencer, je vais rapidement présenter nos invités. Le premier thème sera de qualifier le métier. On a Vincent Silek de Chorégraphe, une des plus anciennes plateformes qui s'est concentrée uniquement sur cette activité. On a Charles-Emmanuel Berthoud de Club Funding. Alors, on me corrigera si c'est pas vrai. Je pense que c'est la plus grosse plateforme aujourd'hui, qui vient d'autres métiers et qui a muté. Il nous parlera un peu de ses mutations, des anciens métiers et de comment il est venu. Et on a Grégoire Nader de Riser, qui est alors une plateforme, lui aussi il me corrigera s'il n'est pas tout à fait d'accord, assez spécialisée dans les marchands de biens. Une plateforme qui lui aussi vient d'un autre métier, toujours du financement, mais qui a muté et qui maintenant s'est spécialisé là-dessus, ou peut-être ne fait plus que ça d'ailleurs, et il nous expliquera. On va laisser la parole à Vincent pour peut-être nous faire et commencer à nous parler du métier, à nous donner son point de vue, d'avoir essayé de nous qualifier le métier et de nous dire qu'est-ce qu'est ce métier. Vincent, c'est à vous. Ah, c'est moi qui débute. Alors, qualifier le métier, globalement, on est sur une modification profonde, encore une fois issue de la réglementation, des évolutions des réglementations européennes sur comment financer les métiers de production d'immobilier, qu'on soit marchand de biens, qu'on soit production de logements, de bureaux, de zones commerciales, aménageurs ou autres, peu importe. Le métier s'est tendu en termes de délai d'urbanisme. Il est aujourd'hui un peu plus complexe en termes de temps d'écoulement aussi, de vente des produits. Et donc, tout ça réuni fait que les promoteurs, les marchands de biens et les opérateurs qui mobilisent des fonds propres dans leurs opérations doivent parfois les bloquer plus longtemps dans leurs livres, ce qui mécaniquement fait que le nombre d'opérations qu'ils peuvent produire dans un temps constant diminue. Pour ça, il faut donc trouver une solution pour amener des quasi-fonds propres dans les opérations pour te permettre de continuer à les développer et à produire les fameux logements ou à rénover les logements anciens dont nous avons besoin
pour des raisons de rendre les usages nécessaires à tous nos concitoyens, mais aussi d'améliorer la performance énergétique de nos logements, qui devient un sujet des plus sensibles. Pour ça, il est assez classique dans l'industrie ou dans tout type de métier de dire entre le crédit bancaire et les fonds propres de l'opérateur, on introduit une dette mezzanine, donc qui est de rang junior à la banque et senior à l'opérateur, pour lui permettre d'avoir les ratios fonds propres, quasi fonds propres nécessaires à l'obtention de son financement et à mener l'opération. C'est né comme ça sur la promotion immobilière et sur la partie marchand de biens. Ça a évolué sur des financements qui sont aussi des financements à 100% ou à 80%, en tout cas la globalité de l'actif entre fonds propres promoteurs et fonds propres profondeurs, pour mener l'opération sans pour autant avoir à côté de soi un acteur bancaire. Ok, Voilà alors un peu la résolution. on va s'arrêter là pour la première définition. Grégoire, quelque chose à rajouter, quelque chose à enlever, quelque chose à compléter? Vous partagez cet avis du métier? Sur les grandes lignes, on est d'accord. Peut-être en complément, euh, et notamment sur les chiffres du marché, bon, bah, c'est un financement qui s'adresse aujourd'hui à 71%, donc c'est les chiffres de 2022 sur le secteur résidentiel. Mais en réalité, les acteurs du crowdfunding immobilier s'adressent à une multitude d'autres types d'opérations qui peuvent être de l'hôtellerie, du commerce, de la logistique, du bureau. Mais ça reste prépondérant la partie résidentielle et aussi une autre tendance de fond. Quand le crowdfunding immobilier s'est lancé, on va dire en 2014-2015, on travaillait tous quasiment exclusivement sur des opérations de promotion immobilière, donc de création de surface, de création de vraiment de nouveaux logements. Et là, on a basculé cette année avec une majorité désormais d'opérations relatives à du marchand de biens avec cette tendance qui est de dire, bon, bah voilà, Vincent vient de l'évoquer, la tendance clé, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on va revaloriser, réhabiliter, rénover ces actifs immobiliers de centre-ville, plus qu'aller à tout prix construire des nouvelles surfaces. D'accord. Charles-Emmanuel, on vous laisse conclure sur cette partie. Donc, le métier, je vous ai vu des Ouais, fois acquiescer, des fois être un peu étonné à certains propos. non, c'est exactement ça. À noter qu'il y a plusieurs types de financement maintenant qui sont mis en place. Donc, avec des obligations simples, des obligations convertibles. On peut également intervenir en equity avec l'opérateur. Donc voilà, par rapport au début et ce qu'on faisait sur les premières années, pour les promoteurs et les marchands de biens, il y a différents leviers qui peuvent utiliser pour être accompagnés dans leur projet de promotion de marchands de biens. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai une question là à vous poser. Je vais vous la poser rapidement à tous les trois, essayer de faire une réponse courte, qu'on ait le temps après de parler de plein de sujets. La principale difficulté aujourd'hui que vous rencontrez, puisqu'on peut considérer que le marché, il est mûr, ou en tout cas, il est en phase de maturité, c'est de trouver des projets, c'est de trouver des clients pour financer ces projets, c'est de suivre les projets, d'accompagner les clients, d'accompagner le projet, d'accompagner le promoteur, de trouver des solutions pour aller, on va dire, du point A, le début, jusqu'au point Z, la fin. On reste avec vous, Charles-Emmanuel. La principale Ouais. difficulté pour vous aujourd'hui, c'est Alors, laquelle? je pense qu'on ne va pas avoir tous les mêmes problématiques en fonction des différentes plateformes. Euh, pour Club Funding, nous, la principale difficulté, ça va être de trouver des projets de qualité à proposer à nos investisseurs. C'est aujourd'hui ce qui nous freine le plus, des investisseurs. On a beaucoup de demandes, ce n'est pas vraiment un problème à ce niveau-là. En revanche, des opérateurs de qualité avec des dossiers de qualité à proposer, c'est ça le plus compliqué aujourd'hui à trouver pour Club Funding. Ok, donc c'est le sourcing de la marchandise, en Le somme. sourcing des opérations, tout à fait. Grégoire, la principale difficulté à laquelle vous faites face? Donc voilà, on est une plateforme, on est entre les deux, et à chaque fois, effectivement, c'est les enjeux d'aller chercher des nouveaux dossiers et chercher des investisseurs. On est entre les deux. C'est un enjeu au quotidien, évidemment. Je vais dire que nous, chez Razer, ça, c'est plutôt une mécanique bien huilée. Ce qu'il faut, le point, on va dire, de vigilance et de priorité sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est plutôt la gestion de l'encours. Où eh bien, avec les effets de marché qu'on a connus récemment, eh bien, on constate une augmentation des retards sur les opérations qui ont été financées. Et donc, l'enjeu, c'est trouver les meilleures solutions avec nos promoteurs, nos marchands de biens et nos investisseurs, évidemment, puisqu'on est entre les deux,
pour pouvoir trouver des solutions de remboursement en tout cas tout en protégeant les intérêts de nos investisseurs. OK. Et Vincent, pour vous, alors, vous qui êtes un peu, j'aime bien le dire parce que vous êtes un peu différent des deux autres. D'abord, si je ne me trompe pas, vous avez commencé avec ce métier, donc le début de chorégraphe, qui à cette époque-là ne s'appelait pas encore chorégraphe, c'est ce métier et pas un autre, donc c'est le financement. Et vous êtes extrêmement concentré sur les promoteurs, même si vous arrive de présenter quelques dossiers de marchand de biens. Donc, est-ce que ça va faire que vous avez un point de vue différent des deux autres qui étaient assez proches? Alors, nous, on limite à 33% du volume les marchands de biens. Ce n'est pas une défiance des marchands de biens, c'est que ça a été un choix initial, nous, de renforcer et d'être structuré sur nos équipes analytiques promotion, c'est notre culture. Sur les marchands de biens, on avait une visibilité qui était un peu plus fine. Bon, un peu moins fine, justement. Et je pense qu'il y a des savoir-faire qui existent en marchand de biens et qui ne sont pas les mêmes qu'en promoteur en termes de sûreté, de fonctionnement et autres. Bon. Pour nous, le vrai problème, c'est l'allongement des délais qui ne sont pas les mêmes qui n'ont pas les mêmes conséquences pour un promoteur ou un marchand de biens et qui viennent essentiellement de la solvabilité des acquéreurs. Dans les derniers chiffres du marché que l'on a présenté il y a 15 jours avec la Fédé et dans le prochain communiqué de presse qui va sortir, je vous enverrai la note de synthèse, on a aujourd'hui plus de 35% de taux d'annulation sur les réservations faites. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que notre trend classique est entre 5 et 7. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a des vraies difficultés de solvabilité des acquéreurs. Mécaniquement, ça peut rallonger les opérations. Et donc, notre challenge aujourd'hui, on a un challenge de notre métier de schizophrène. On trouve le bon dossier et après, on va trouver le placement. Et comment tu vas réussir à lisser ça le plus possible pour que les gars qui font le placement ne râlent pas parce qu'ils n'arrivent pas à souscrire et que du coup, tu n'es pas un trou d'air à certains moments. Enfin bon, toute cette mécanique-là qui doit se mettre en œuvre, qui était beaucoup plus simple il y a encore une année et demie, parce que le produit avait une telle appétence que tout le monde sautait dessus. Aujourd'hui, entre la situation de crise, la volonté des gens de garder des actifs liquides et autres, en effet, ça peut devenir un sujet. Après, la communication vis-à-vis des acteurs, c'est-à-dire récupérer la bonne data vis-à-vis du porteur de projet et la communiquer en temps voulu avec la bonne conformité à l'investisseur pour agir en fonction, devient en effet un sujet régalien, en tout cas chez nous. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur la masse critique des opérations suite à notre cycle de croissance, comme on l'a été à peu près tous, puisque la croissance a démarré il y a vraiment 2-3 ans, avec un gros volume de croissance. Et dans un contexte difficile d'allongement des délais pour très souvent de bonnes raisons ou de difficultés de certains opérateurs, on doit grandement monter en compétence sur la communication auprès de ces opérateurs, voire la gestion des litiges, pour être certain de bien défendre l'intérêt de l'investisseur et aussi de lui donner le meilleur niveau d'information sur l'évolution de son investissement, ce qui n'est pas toujours facile. Quant à l'opérateur qui dit, on l'a tous vécu, je te rembourse à telle date, et puis que l'acte qui devait passer ne se passe pas, soit parce que le notaire est en retard, soit parce que le client tout d'un coup a un problème sur son financement qui n'a pas été débloqué assez temps, et qu'alors que tu penses rembourser, tu es obligé de refaire un mail en disant je rembourse dans un mois, parce que l'acte n'a pas pu être passé à la bonne date. C'est toujours des choses qui sont désagréables et qui, dans le contexte actuel, on préférait qu'elles ne soient pas vécues par nos clients investisseurs. Alors, Donc, moi, comment réunir les deux, moi, je c'est compliqué. représente un petit peu, je vous interromps, Vincent. Moi, je représente un petit peu les investisseurs, parce que, bon, comme chacun sait, c'est mon métier d'aller convaincre des investisseurs d'investir. Et quand je trouve des bons investissements, c'est d'aller les convaincre dans les idées que j'ai trouvées bonnes. Euh, donc, aujourd'hui, l'investisseur, quand la durée augmente, c'est pas un sujet pour lui. C'est pas un sujet. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un investisseur où c'est un sujet, mais comme aujourd'hui les investisseurs ne sont pas des monoproduits et ils ont des gros portefeuilles, en tout cas les investisseurs qui ont pris l'habitude d'aller là-dessus, ils peuvent avoir des portefeuilles avec 20, 30, 40, 50, 60, 80 des fois pour certains projets en cours. En vérité, l'allongement de la durée d'un projet ne bouge que de quelques jours ou peut-être même pas la durée globale de leur investissement. Ce qui stresse les investisseurs aujourd'hui, c'est l'augmentation du risque. C'est-à-dire que quand on vous investissez sur un projet, puisque vous investissez, vous vous dites je pars sans risque. Et puis,
régulièrement, vous communiquez tous très régulièrement, et au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, il y a des choses qui Excuse-moi, viennent. Bernard. On n'a jamais dit qu'on part sans risque. On a tous dit ici, tous Non, réunis, on part avec un risque en perte en capital parce qu'on est sur des activités à alors, risque et c'est pour ça qu'on paie tel rendement. c'est très intéressant. Je ne peux Parce que, pas laisser dire autre chose que ça. Par non, non, principe, non, c'est un parce réflexe. que, Tu vois, c'est pavlovien chez moi. non, 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 c'est très intéressant d'entendre ça. C'est pas vous qui dites qu'il n'y a pas de risque, c'est pas nous qui disons qu'il n'y a pas de risque, c'est le jour où le souscripteur souscrit, il pense non pas que dans la classe d'actifs il n'y a pas de risque, mais il pense que dans le projet qu'il fait, il n'y aura pas de risque. Et il évalue son projet avec un risque X, qui pour lui représente le risque zéro. Pourquoi c'est le risque zéro? Puisque c'est le risque accepté. Donc, Et puis c'est lui qui l'a choisi en plus, hein. c'est ça. Donc, enfin, il a choisi, il a tous ses conseils, hein. Il a vous qui proposez, vous qui faites une plaquette marketing, moi qui aide, moi qui explique, moi qui fait. Et lui, il part de toute façon avec, qui considère qu'il y ait du risque ou pas de risque, il part avec un risque embarqué qu'il accepte. Qu'il accepte, qu'il choisit. Et donc, pour lui, tout va bien. Ensuite, les choses, elles vont ou mieux ou moins bien. Clair que quand ça va mieux et quand il reçoit un message qui dit vous allez être remboursé en avance, talala, parce que ça s'est très bien passé, parce que si, parce que si, parce que ça, pour lui, c'est que mieux, donc il se sent bien. Quand il a un message ensuite qui lui dit il y a un problème, il faut regarder quel est le problème dont on commence à lui parler. Si c'est un problème d'allongement de durée, et là c'est pour rebondir sur une chose que vous disiez, de 99% des clients que j'ai, ils s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ne regardent pas la durée d'un projet, mais ils regardent la durée de leur portefeuille. Si c'est une augmentation du À une risque, exception près, c'est que du coup, si leur portefeuille est à un montant stable, la capacité de réinvestissement devient inférieure parce qu'ils sont loqués sur un nombre de ils titres. ne s'en rendent pas compte. Quand on a 40 projets en cours, on ne s'en rend pas compte. Si on a 40 projets en cours et 20 projets avec des soucis, on s'en rend compte. Mais un projet ou deux projets sur 40 projets, on ne s'en rend pas compte. En revanche, comme vous vous exprimez, et que vous donnez la nature du problème auquel vous pensez faire face ou auquel vous faites face, ce problème peut être une augmentation du risque et pas une augmentation de la durée. Et cette fois-ci, vous dites, ouh là là, ça devient compliqué, on pourra ne peut-être pas récupérer tous nos intérêts, ou alors il y a des chances qu'on ne récupère pas le capital, ou alors cette histoire devient catastrophique et elle nous dépasse. On a commencé à prendre des cabinets d'avocats, des choses comme ça, et voilà. Et là, le client, par contre, comme dans tous ces placements, hein, ce n'est pas typique à la dette immobilière, comme dans tous ces placements, là, le niveau de risque monte, et là, le niveau d'inquiétude monte, un peu de la même manière que quand un client a un placement obligataire, puisque ce qu'il faut le rappeler, c'est qu'à la base, vous vendez des obligations. Donc, un client obligataire, même si c'est des obligations de qualité, moi j'ai connu une époque, et puis d'un coup, il entend que Parmalat, c'est de la fraude, c'est de la carambouille, c'est le plus grand scandale de l'Italie, et qui se rend compte que dans son fonds obligataire, il y a du Parmalat, eh ben, c'est là que les questions vont commencer. Donc, la durée que vous mettiez en avant, ce que je peux vous dire, c'est que du côté investisseur, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est le risque. C'est-à-dire que c'est l'augmentation de sa perception du risque et donc, à la finale, l'augmentation de coupons non perçus ou de capital que partiellement remboursé. Ça, c'est ce qu'on voit chez nous. Donc voilà. Donc là, c'était pour conclure le sujet. Maintenant, je voudrais qu'on passe à la collecte. Alors, quand moi j'ai commencé ce domaine, donc Ça juste un serait peu. intéressant quand même, Bernard, d'avoir d'autres avis que le mien plutôt sur cette question du risque aussi. Tu vois, j'ai Allez, donné moi mon allez, point de vue, mais il y a peut-être d'autres avis allez. divergents. Grégoire ou Charles-Emmanuel, lequel Ouais, vous. bah alors moi, je suis plutôt de l'avis de Bernard. C'est vrai que on a pas mal de clients qui sont très bien mutualisés sur leur portefeuille. Chez Club Funding, donc quand on parle de retard, ça peut arriver. C'est environ 2% des dossiers qui sont en retard entre 0 et 6 mois et à peu près le même chiffre qui sont en retard de plus de 6 mois. Tous ces retards sur la date prévisionnelle, puisqu'on est dans l'immobilier, on l'a dit, depuis le début de cet enregistrement, il peut y avoir des aléas et des durées qui sont soit meilleures, soit un petit peu plus longues. Lorsqu'elles sont un petit peu plus longues chez Club Funding, elles sont compensées par des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Et donc l'investisseur n'est pas plus inquiet que ça. Il continue de toucher ses coupons de façon mensuelle et ça ne l'inquiète pas plus que ça. C'est vrai que les interrogations, elles viennent si les délais commencent à être assez importants. À ce moment-là, bon, il y a plus d'interrogations et nous, on a des équipes de suivi qui permettent de répondre
à l'ensemble des investisseurs sur pourquoi le projet a dérapé dans le temps par rapport à ce qui était prévu initialement. Grégoire, vous voulez rajouter quelque chose? On a un petit problème son avec Grégoire. Alors, on va passer sur la collecte, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, la collecte, elle explose, ça c'est clair, c'est net. Et on va essayer de voir un petit peu, allez, si on essaye de se remettre 5 ans avant, donc en 2017, allez, on commence par vous, on vous garde, Charles-Emmanuel. En Ouais. 2017, c'était quoi à peu près la collecte de Club Funding et la collecte de 2022, donc l'année qui vient de se terminer, vous êtes à peu près à combien? Alors, 2017, j'ai les chiffres sous les yeux, c'était 12 millions l'année. Et cette année, on est quasiment à 425 millions de collectés. Voilà. Donc de 2017 à 2022. Ça, c'est par année. Donc, 2017, on avait fait 12 millions. J'ai les chiffres, si vous les voulez. Ouais. 2018, 28 millions. 2019, 73 millions. 2020, 120 millions. 2021, 275 millions. Et donc, 2022, 425 millions. D'accord. Alors, j'ai juste une question. Non, on va d'abord poser la même question à Vincent et ensuite je reviendrai avec une autre question. Vincent, vous, vos chiffres, vous les avez en tête? 2017, Oui, c'était. oui. Nous, on a commencé en 2014, 640 000. On va dire qu'on a fait jusqu'à 600 000 sur 2016 parce qu'on était sur le proof of concept. 2017, on est passé à 2,6 millions. On a collecté 6, 4, 27 millions, 30 millions, 84 millions, 84 millions et un train d'une centaine de millions d'euros cette année. Donc ça veut dire que, pour reprendre les mêmes chiffres, 2017, c'était 2 millions, 2 millions 6 et 2022, c'était 85 millions, c'est ça? Oui. 85 millions. Donc là aussi, on est dans l'ultra croissance, c'est-à-dire qu'on a, je ne vais pas faire les calculs, mais on a un chiffre d'affaires qui est multiplié, enfin un volume, pardon, qui est multiplié par presque 40. Et, c'est d'ailleurs à peu près la même chose aussi, le même taux multiplicateur chez Chez Club nous, ça Funding. fait Alors, 104, Grégoire, j'ai vu qu'il y avait eu un 104%. petit problème de son. Donc, la question, c'était quel est Mais le. Club a beaucoup plus de croissance que nous. Hein. Oui, nous, on est 104% en moyenne de. Club a beaucoup plus de croissance que nous, Bernard, hein, mais de très très loin. Si je prends en 2017, 2,6 millions, 2022, 85 millions, ça veut dire que de 2,6 pour arriver à 85, allez, je vais prendre la machine comme ça, ce sera juste. Euh, donc, 85 divisé par 2,6, il faut multiplier par 32,69. Si je prends les chiffres de Club Funding de 425 divisé par 12, c'est 35,41. Donc, vous êtes exactement sur la même multiplication. Donc, il y en a qui ont commencé avec plus. Donc, quand on multiplie le plus par le plus, bah, ça fait beaucoup plus. Mais globalement, ils ont multiplié leur volume par environ 35 et vous avez multiplié votre volume par environ 33. Ce n'est pas si éloigné que ça, même si à la fin, quand on cesse de multiplier, bah, c'est vrai que les chiffres, les chiffres deviennent vraiment très différents. C'est surtout entre le club et nous, si tu veux, on n'a pas la même, on ne finance pas la même chose. C'est-à-dire que nous, on finance très souvent le fonds propre en amont de l'effet levier bancaire. Donc, le volume d'opérations financées adossées à la banque est très conséquent, mais notre volume, nous, de fonds propres est toujours limité pour préserver l'effet levier sur le taux. Alors que le club est capable de dire, on va financer sans banque une opération de marchand bien sur des montants élevés. Voilà. Et donc là, si tu veux, il y a une grosse dichotomie entre le volume émis et, entre guillemets, le volume financé si tu intègres les totalités opérations. Mais peu importe, D'accord. Bon, là, on rentre dans des considérations un petit peu le techniques volume qui vont un peu n'est pas s'éloigner ce de qui apporte notre. le plus. Mais, Qui vont un je peu parle sur ton s'éloigner de couvert, notre secteur. Charles-Emmanuel, Mais tout à fait, si on regarde, si derrière on voulait publier un autre chiffre qui n'est pas trop bon sujet, mais là je reconnais l'industriel qui parle, parce que si en industrie on voulait publier le chiffre de quel est le volume de production immobilière financée, bah, c'est sûr que quand on finance que 20% de trucs, il faudrait multiplier par 5 pour arriver au volume financé. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. On va plutôt rester du côté du marchand et du business de la vente de ça que du côté de l'industrie immobilière. Et donc, Grégoire, alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit problème technique. Donc, la Oui, question. c'est bon, je suis revenu, j'ai changé du mot. C'est bon.
OK. Quel était le volume en 2017 et Bon, le volume bon. en 2022? Non, mais je pense que le trend est à peu près équivalent parce que nous, on a commencé l'immobilier en 2016 avec 1 million d'euros de volume et en 2022, on fait 117 millions. Donc on est sur et c'est un Vous avez million le en chiffre de 2017. 2017? 1 million, ouais, un peu moins d'1 million. Donc, Un million? ouais, Et sur un peu moins 117. de 100 millions en 2022? Non, 117 millions en 2022. 117 millions, donc un petit peu plus. OK. Donc là aussi, on est dans l'ultra-croissance. Donc, en fin de compte, vous êtes trois acteurs. Vous êtes trois acteurs différents, ça on a bien qualifié. Vous êtes trois acteurs qui avaient commencé à peu près au même moment, puisque le métier a commencé au même moment. Vous êtes tous dans l'ultra-croissance. Et donc maintenant, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez les années à venir? Est-ce que cette ultra-croissance va continuer? Parce que comme disait Vincent, c'est le modèle de financement de la production immobilière qui est en train de changer. Et dans ce cas-là, on n'est qu'au début. Ou alors, est-ce que, toute chose égale par ailleurs, c'est impossible de rester dans l'ultra-croissance, et ça on le sait pendant trop longtemps, il y a un moment où cette ultra-croissance doit se ralentir. Donc là, c'est un peu en phénomène d'anticipation, donc on va rester avec vous et voir comment vous voyez les 3 prochaines années, sans aller très très loin, comment est-ce que vous voyez les 3 prochaines années dans ce métier, dans votre métier et dans votre entreprise? Alors, pour rappeler les chiffres globaux du marché, donc 2020, c'est 550 millions d'euros collectés en crowdfunding immobilier, 2021, 1,1 milliard et 2022, 1,6 milliard. Donc, effectivement, c'est une croissance globale de marché qui est absolument colossale. C'est impensable de dire que dans les prochaines années, il va y avoir une croissance aussi soutenue. Voilà. Bon, on aura probablement aussi un autre effet qui est plutôt court terme 2023, qui est ce ralentissement des financements bancaires, donc qui ralentit, le financement des promoteurs en dette senior, et Vincent l'a évoqué tout à l'heure, l'écoulement de leurs biens, parce que la commercialisation est ralentie par des clients qui se font refuser leur crédit par leur banque. Donc ça fait qu'il y a moins de dossiers qui arrivent aussi qui vont arriver sur les plateformes de crowdfunding, et aussi un autre effet qui est la hausse de ces coûts de financement, que ce soit en dette senior et peut-être aussi en dette mezzanine, avec une augmentation des dossiers qui arrivent chez nous avec une rentabilité trop faible. Donc, je pense qu'il va y avoir on est tous un petit peu plus matures dans le secteur et on a augmenté au fil du temps au niveau des exigences, avec ce télescopage d'une baisse un petit peu de rentabilité des opérations de promotion et marchand de biens parce que le coût du financement global a augmenté. Et donc, ça va faire qu'on va aussi moins sélectionner d'opérations à financer a priori dans l'exercice 2023. Donc, je pense qu'on va encore être sur une année en croissance très probablement, mais ça sera clairement moins soutenu. OK. Charles-Emmanuel? Ouais, alors je partage pas tout à fait le même avis. Je pense qu'on va continuer d'avoir une croissance. Alors c'est vrai, Grégoire, je pense qu'elle sera moins soutenue que ces années-là. Après, ça laisse aussi quelques opportunités de financement, justement sans banque, où on peut prendre des garanties bancaires ou en equity également, donc sur un autre modèle, mais qui se rapproche quand même grandement de ce qu'on fait en crowdfunding immobilier. Et chez Club Funding, on l'a déjà fait sur quelques projets. Donc, il va y avoir des opportunités sur le marché et donc aux plateformes de s'adapter pour bien les saisir, à mon avis. D'accord. Et alors, on va finir par Vincent parce que je vais rebondir sur une des choses qu'il a dit. Vincent, il a dit que de toute façon, bon, pour acheter de l'immobilier, et là je partage tout à fait son avis, 95%, 90% des gens qui achètent de l'immobilier font appel à un prêt bancaire. Les ratios de solvabilité des banques ont changé, donc il y a de plus en plus de difficultés pour l'acheteur final à acquérir le bien produit. Et vous, comme vous assistez les opérateurs à produire les biens, bah, s'ils en produisent moins, vous allez moins les assister, et autrement être sur un marché qui a moins de croissance. Et là, ça pose deux questions, et donc ça, je vais vous la poser, Vincent. Où on va vers une baisse des prix, et la baisse des prix va relancer le marché puisqu'elle va resolvabiliser les acheteurs, ou on va vers une très forte baisse de la production puisqu'on n'arrivera pas à resolvabiliser les acheteurs. Et il ne faut pas rêver, on ne peut pas espérer une forte hausse des revenus de ces mêmes acheteurs pour les solvabiliser. Et donc là, Vincent, comment est-ce que, de mon point de vue, on a une croisée des chemins. Donc, est-ce que vous partagez ce point de vue de la croisée des chemins?
Et si vous partagez ce point de vue de la croisée des chemins, vers quel chemin vous pensez on va avancer dans les années à venir, ou dans les mois à venir même? La réalité, c'est que quand on passe d'un taux moyen de 1,65 à un taux moyen de 4,20, 4,20 fait pas peur, c'est 2012. OK, sauf que ça représente 23% de baisse des prix à capacité de remboursement constant. Bon. Donc on peut imaginer que la politique inflationniste devrait amener une croissance en termes de niveau de salaire. On sait que ça ne sera pas forcément vrai et qu'au contraire, les dépenses, qu'elles soient énergétiques ou tierces, ces dépenses qui sont devenues de première nécessité, que ce soit la data, les choses et autres, vont poser quelques problèmes. Donc tout ça réuni fait que malheureusement, ne nous faisons pas d'illusions. À la différence de 2008, qui a été une crise, une sorte de pause, qui était plus une angoisse qu'autre chose, la hausse des taux qui est en train d'être faite par les banques centrales amèneront forcément une paupérisation des acquéreurs. Bon. Naturellement, le marché s'adapte toujours et l'offre et la demande s'équilibrent. Donc on sait aujourd'hui qu'on a moins de produits disponibles et que on peut espérer que la rareté du produit fasse une amélioration des prix de par la demande et que ça se compense. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate. On a sauvé l'année 2022. Je parle du neuf, hein, je parle pas de l'ancien. On a sauvé l'année 2022 avec des ventes en bloc assez conséquentes à Inly, à la Caisse des dépôts et autres. Là, on commence à être sur des gros taux d'annulation et globalement, sur le dernier COMEX du début de l'année, les ventes sont à 30-35% des ventes attendues. Donc, il va être nécessaire de réimaginer non seulement la conception du produit, son coût de sortie et l'aménagement de la façon dont on va construire son prix pour la sortie. D'où l'idée du certificat de projet qui est en train d'arriver et qui est même arrivé et qui va être voté. Donc, on aurait une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens pour éviter toutes les études compilées systématiquement pour travailler là-dessus, qui vont, hélas, je dis bien hélas, arriver sur l'ancien et qui auront un indice sur l'augmentation des prix. Et puis, comment trouver de la solvabilité aux acquéreurs, sachant qu'en même temps, on va arrêter le Pinel, qu'on va arrêter les aides de l'État sur les investisseurs et qu'on va avoir une clientèle qui va s'orienter soit vers du silo, soit vers de l'utilisateur. Donc, oui, baisse des prix, oui, ajustement du marché, ça c'est toujours adapté, on achètera les fonciers moins chers, les travaux vont se rééquilibrer. Parce que la plus grosse des questions qu'on a aujourd'hui, c'est plus la solvabilité des acquéreurs que la solvabilité des opérateurs. Attention cependant à un phénomène, les banques ont besoin d'avoir le produit brut bancaire sur le financement des acquéreurs. Donc à un moment ou à un autre, ils ne pourront pas se tirer une balle dans le pied. Voilà. Et après, un autre sujet sur nous, l'impact des taux. Quand on fait de la mezzanine sur les taux entre 7,5%, 8-9% et qu'on fait cette mezzanine sur 10% du prix de revient, on profite d'un effet levier où on peut se permettre de faire un taux élevé. Quand on fait une mezzanine sur 80% du produit et 11% du taux, même si la marge initiale avant frais financiers est de 35, si tu tournes pendant 2 ans, tu te prends 22% de frais, ça peut très rapidement déraper et devenir une zone de risque. Donc il faut aussi qu'on fasse attention à nous, ne pas déstabiliser le marché sur des règles prudentielles, parce que si on en arrive là et si on est, nous, profondeur, trop responsables d'un certain nombre de taux de casse, nos amis banquiers vont nous couper les vivres sur notre capacité à continuer à faire des opérations avec eux. Et ça serait, à mon avis, un risque systémique plutôt conséquent. D'accord. Alors justement, sur les taux, j'ai une question et après on passera au sujet suivant. Globalement, Globalement, ouverte, mes camarades, hein, c'est vraiment une discussion ouverte. Hein, ouais. Mais après, on a aussi un timing à tenir. Donc globalement, au niveau des taux, quand on a commencé dans ce métier, les taux, ils étaient, allez, on va dire que 95% des affaires étaient entre 8 et 11. Et aujourd'hui, 95% des affaires qu'on voit passer sont toujours entre 8 et 11. Il y a quelques extrêmes où on voit de temps en temps un 7,5 et de temps en temps on voit un 12. En revanche, depuis cette même période, les taux, on va dire les taux du marché, les taux du 10 ans français ou du 10 ans allemand étaient à peu près à 0,50. Ils sont passés par moins 0,50 et maintenant ils sont à 2,50. Ça veut dire qu'en relatif, vous amenez de, moins de plus-value qu'avant.
est-ce que vous pensez que ça va, c'est comme ça, et puis c'est tout, il faut l'accepter? Est-ce qu'il va y avoir des taux qui vont monter et on peut espérer plus de taux? Ou alors non, vu ce que Vincent a dit et qu'il faut aussi que l'opérateur soit en capacité à payer les taux, on est au taquet et on ne pourra pas faire payer des taux plus chers, sauf peut-être à la marge dans des dossiers quand l'opérateur emprunte 5% des besoins, 6% des besoins, et ça peut se noyer. Allez, on, Grégoire, vous n'avez pas arrêté de hocher la tête en disant, en Ouais, acquiesçant. Dites-nous ce que vous en c'est, pensez et après on passera à Charles-Emmanuel. alors, chaque plateforme a priori sa stratégie sur les taux. Nous, on n'a pas vocation à augmenter de manière exponentielle le taux parce que le taux de la dette senior a augmenté. Au contraire, c'est plutôt garder des taux raisonnables et qui rentrent dans le bilan de promotion sans trop impacter la marge, mais en étant plus sélectif. Voilà, c'est gagner en sélectivité sur les opérations en améliorant peut-être un petit peu le scoring de nos opérations pour un taux équivalent à ce qu'on aurait pu faire sur les dernières années. Charles-Emmanuel? Ouais, totalement en adéquation avec Grégoire. Pas vocation à augmenter vraiment les taux. On le voit, il y a quand même eu une très légère augmentation, parce que maintenant, Bernard t'a dit des projets entre 8 et 11, mais on voit que bon, pour ce qu'on fait chez Club Funding, il y a très peu de projets qui sont en dessous des 10 actuellement, et depuis, je pense, 6 mois maintenant. Donc il y a quand même eu un petit ajustement à la hausse. Mais comme Grégoire le disait très bien, on ne peut pas non plus déséquilibrer le plan de financement de l'opérateur et sa marge à la sortie, ce qui mettrait à risque les opérations. Donc, on ne peut pas proposer des taux, sauf cas assez exceptionnels, qui seraient vraiment rehaussés par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Ok, Vincent, sur les taux? Moi, je pense que le taux, je pense que au-delà du caractère intrinsèque du taux, je pense en effet qu'on a tous un taux plafond qui fait qu'en fonction de la structure de financement, avec ou sans le dire, on ne peut pas le supporter. Tu fais une opération de marchand bien avec une banque à côté, tu mets 7 millions de fonds propres, peut-être 48 millions d'opérations. Si tu mets un taux de 12, ça ne va pas changer la face du monde. Si tu mets 48 millions de fonds propres sur les 48, tu en mets 40 en dette obligataire à 12, ça change la face du monde. Bon. Donc je pense qu'il y a une corrélation à trouver entre le montage financier et l'évolutivité des taux. Moi, là où malheureusement on n'arrive ni à mobiliser la presse ni personne, c'est sur la variabilité des taux. C'est-à-dire que notre spectre d'opération est tellement large que entre une copromotion à côté d'un major, entre une opération de marchand bien sur de 12 lots avec un opérateur qui a 3000 ans d'expérience sur Meudon. J'adore Meudon, hein, je passe tous mes week-ends à Meudon, je suis un passionné de Meudon, ça n'est qu'un exemple. Hein. Je trouve qu'on devrait avoir une vraie variation des taux. Et je pense qu'il est en charge de notre métier de faire attention à ce que le taux ne soit pas trop dicté par le marché, mais par la raison économique. Voilà. Et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, mais on a tous tendance, quand on le veut ou non, à regarder les conditions de marché entre taux, sûreté et type d'opération de nos confrères pour caler le taux. Voilà. On a tous chez nous nos équipes de veille qui surveillent ces taux-là, et je pense qu'il faut faire attention à ce que ces taux ne soient pas opérants pour les clients, parce que sinon nous risquons de tuer la poule aux œufs d'or, mais aussi de faire souffrir notre industrie et de la remettre en péril. Très bien. Alors, on va changer de sujet et on va passer sur le troisième point, donc le client type, si tant est qu'il existe. Donc, est-ce que vous avez un peu cartographié et regardé un peu qui investit chez vous et est-ce que, alors, un type de client, bon, ça m'étonnerait beaucoup qu'on trouve parce que le monde, il n'est pas aussi monopolaire que ça. Mais est-ce que vous avez détecté parmi votre clientèle, voilà, trois grandes catégories de clients ou deux grandes ou quatre grandes ou alors non? Est-ce qu'il y a une multitude de catégories de clients? Est-ce que vous avez détecté des points communs? Est-ce qu'on va vers un petit peu la qualification d'un ou plusieurs clients types? Allez, Charles-Emmanuel, on vous laisse commencer. Ouais, bien sûr. Alors, je pense, tout le monde, il y a pas mal de catégorisations, même au sein de même titre. Donc, on a le client particulier qui vient par la plateforme. Bernard, à juste titre, tu l'as dit, nous, on a nos clients historiques qui nous connaissaient via d'autres activités qui ne viennent pas par la plateforme, mais plutôt qui viennent en direct en nous appelant régulièrement.
on a des distributions par des cabinets comme le tien, Bernard, où on vous présente des opportunités que vous sélectionnez. Et de plus en plus, maintenant, on a des family office et des institutionnels qui viennent nous voir pour investir sur nos projets. Ok. Grégoire? Bon, alors le client type sur tout investisseur confondu, c'est à 80% chez nous un homme dont la moyenne d'âge est de 49 ans. Alors évidemment, il y a c'est une moyenne avec des écarts très importants, mais voilà le profil type de l'investisseur. Simplement, bon, en termes de typologie aussi du direct, de l'indirect ou des fonds, c'est comme je pense les autres plateformes. J'ajoute juste une nuance supplémentaire. Chez Raisers, on a 5% d'investisseurs en nombre qui représentent 20% de nos volumes, qui sont des investisseurs en réalité professionnels, qui investissent via des sociétés. Et ça, on a constaté de notre côté une croissance de ce segment-là sur les derniers mois. D'accord. Vincent, un investisseur type, des investisseurs types? On a le petit porteur, donc c'est vraiment le particulier qui va faire 4,2 investissements l'année à peu près. On a le vrai family office, le small one. Tu vois, on a vendu une entreprise, on a un petit peu de cash, on a une SAS holding qui va affecter quelques lignes. On va passer sur les family office, mais qui sont plus sur des opérations hors simplement dette obligataire en ce qui nous concerne, et les instituts qui se penchent sur cette notion d'obligation de mon côté, avec des critères qui vont évoluer dans le temps là, à cause des évolutions réglementaires, mais en tout cas qui sont capables aujourd'hui, de par le track que nous avons, de venir souscrire. Voilà, moi j'attire juste l'attention de mes équipes sur la nécessité de rester sur de l'investissement discrétionnaire et que nous ne sommes pas simplement des prêteurs, mais bien des prêteurs derrière un projet et qu'il faut ne pas l'oublier. Voilà. Ok. Alors, mais globalement, on a tous les mêmes. Hein. C'est-à-dire que ouais. Alors, on a tous les mêmes. par Par rapport à ça. contre, on a des appétences pour les clients. C'est-à-dire que nous, on constate qu'on a des clients qui sont appétents promotion. On a des clients qui sont appétents marchand de biens ville moyenne, marchand de biens grosse ville. C'est-à-dire qu'ils ont des segments de décision d'achat qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que vos clients se professionnalisent et s'autodéterminent par rapport à un type de projet sur lesquels ils veulent aller. Ça, c'est une démonstration de la professionnalisation du client. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de ce client, c'est le client qui dirait, moi, tous les projets, je mets 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000, 10 000, 100 000 euros sur chaque projet et je cherche ma moyenne. À partir du moment où vous avez un client qui dit, je veux ça et je veux ça et je veux ça et je le veux comme ça, c'est une professionnalisation du client qui va vers une spécialisation et qui pense qu'il a trouvé un axe dans lequel il a ou plus de rendement ou moins de risque ou un couple rendement-risque supérieur. Alors, professionnalisation, je ne sais pas, mais parce que le mot est un peu. Mais en tout cas, on a des clients qui commencent à savoir ou penser savoir un peu mieux comment tourner les choses. C'est-à-dire que les analyses synthétiques, il y a encore 3-4 mois, c'était quel était le taux de précom et quelle est la marge. Je te le fais court. Hein. Aujourd'hui, les questions peuvent être différentes. Il se pose des questions d'emplacement, du coût de travaux, de la typologie d'opérateur et la typologie d'opération. On a des gens qui, en son temps, disaient « je veux du 10-11% en marchand de biens parce que ça dure 12 mois ». Il y a eu un gros volet. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « mais je veux quand même un peu de promo parce que même si ça va durer plus longtemps, je peux peut-être considérer que que je n'ai qu'un risque de dérapage ». On va avoir des clients qui vont dire « moi, je veux que de la grosse vie », d'autres clients qui vont… voilà, il y a vraiment des typologies aussi de choix d'investissement. Et qui, plus qu'une professionnalisation, c'est que dans l'offre qui maintenant est assez volumineuse, ils sont capables de faire des arbitrages sur la répartition de leur portefeuille et de leur donner une couleur. Voilà. Et il y a des gens qui veulent du court marchand bien, fort rendement pour acheter le risque à la moyenne. Il y a des gens qui veulent du promote. Il y a des gens qui veulent de la ménagère. Des gens qui veulent pas de corpo et que des projets. D'autres qui veulent que du corpo. Voilà. Il y a aussi des gens qui ont, outre leur typologie, des désidérateurs en typologie d'investissement et des gens qui veulent que du coupon, par exemple. Voilà. Et pas que des filles. D'accord. Alors, une autre question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire et Charles, mais nous, en tout cas, on le voit comme ça. D'accord. Juste, est-ce que vous êtes soumis à la loi de Pareto? Est-ce que vous avez 20% de vos clients qui font 80% de votre chiffre? Non, pas chez vous. Charles Emmanuel, je voulais l'acheter dès le départ. Chez nous, je pense que oui.
on a quand même pas mal d'investisseurs assez importants qui se positionnent pour des montants assez conséquents. Comme je l'ai dit, il y a de plus en plus d'investisseurs professionnels qui mettent des montants très importants sur les collectes. Les collectes partent rapidement, je pense, sur toutes les plateformes. Mais c'est chez Club Funding, en tout cas, aussi grâce à ces investisseurs qui sont Donc, ce que capables. vous nous dites, c'est que quand vous avez des collectes, par exemple, sur un projet où vous cherchez 4 millions, 5 millions, si le projet part tout de suite, c'est parce qu'il va y avoir deux ou trois investisseurs qui ont déjà mis 1,5 million chacun. Eh ben, tout à fait. Ça passe aussi par là. Et donc, il y a des projets, on ne pourra pas prendre leur investissement malheureusement parce que c'est des projets qui sont de taille trop petite et donc qui leur permettent pas d'investir les fonds qu'ils ont à investir sur les projets. Mais sur certains projets de grande capacité où on a des besoins de financement assez importants, je pense que la loi de Pareto s'applique la majorité du temps en tout cas. Grégoire, vous aussi, vous y Mais êtes sur cette loi de Pareto ou non? non, je pense pas. On est très diversifié en termes de profil d'investisseurs et de nombre d'investisseurs. Évidemment, on a toujours quelques gros investisseurs, mais qui sont occasionnels et dont on ne dépend pas pour réussir nos collectes. D'accord. C'est pas, ils viennent pas régulièrement et c'est occasionnel. Donc, c'est pas aussi Oui. souvent que chez Club Funding. Mhm. Très bien. Bah alors, on arrête sur ce sujet. On va passer maintenant à un sujet Nous, assez on central. a une loi Pareto, nous, on a une loi Pareto très spéciale, hein. C'est d'abord les investisseurs qui nous envoient, bien sûr, Bernard. Mhm. Voilà, c'est bien ça. OK. Et ensuite, on va passer sur un sujet donc, qui est devenu un sujet, qui n'en était pas un, mais qui est aussi une preuve de maturité de la profession. Donc, je l'ai appelé les défauts. En y réfléchissant bien, j'aurais peut-être pas dû l'appeler les défauts, mais j'aurais dû l'appeler la gestion des problèmes, puisqu'on a d'abord des problèmes avant d'avoir éventuellement un défaut ou des défauts. Euh, et donc là, ce que je voudrais savoir, bon, c'est qu'au début, comme il y avait des projets comme il faut un certain temps avant qu'on puisse constater un problème, puisque pendant le premier temps, il n'y a rien à faire, hein, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à payer, pas de remboursement à faire. Et suivant les cas, alors chez vous, Club Funding, c'est un tout petit peu différent puisqu'il y a des intérêts à payer dès le premier mois. Mais même, je ne suis pas sûr que ce soit différent parce que quand quelqu'un vient emprunter chez vous, automatiquement, il gère sa première année. Et donc, la vision de la première année, il la boucle en faisant son prêt. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit non plus vraiment, autant différent que ça. Et ensuite, bon, on a des problèmes, donc vous en avez tous. Alors, il y a des problèmes qui sont incompréhensibles, sortis de nulle part. On a l'impression que c'est un extraterrestre qui est venu mettre son grain de sable. Il y a des problèmes qui sont très classiques et liés au problème de l'immobilier. Bon, il y a le problème de mes ventes qui automatiquement rallonge les délais. Celui-ci, vous en avez déjà fait part. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que comment est-ce que vous affrontez ces problèmes? Est-ce que vous avez les ressources en interne? Est-ce que vous avez développé renforcer des équipes en interne pour avoir des juristes, des analystes? Est-ce que comme vos projets sont un petit peu partout en France, vous avez dû chercher des avocats un peu partout sur le territoire pour savoir avec qui réfléchir, avec qui agir? Dans vos trois plateformes, je crois que j'ai vu passer des projets. Alors, je vais me faire insulter par certains, mais en Corse, donc la Corse, c'est bien entendu la France, mais c'est un peu différent. Et dans les territoires d'outre-mer ou dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités, j'en ai vu passer. Donc là aussi, c'est bien entendu la France, mais ça peut être un peu différent, ça peut être des habitudes, même quelquefois, ça peut être des lois un peu différentes, hein. Moi, je viens d'Alsace où on a toujours encore quelques lois différentes. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ce sujet. Maintenant, on a les soucis, qui, je le rappelle, sont les soucis de toute gestion obligataire, et vous n'y échappez pas, vous avez exactement les mêmes soucis que tous les autres émetteurs d'obligations. Et donc, ma question, c'est comment vous les gérez, comment vous pensez qu'il faut les gérer, ou vers quelle voie et vers quel chemin vous engagez pour les gérer. Allez, Grégoire, c'est à vous. Ben oui, c'est ça. On a tous subi l'augmentation, enfin, suivi l'augmentation de volume du marché. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette augmentation du nombre de dossiers en retard. Et ça, je pense que c'est toute plateforme confondue. Le taux de défaut que tu évoquais tout à l'heure, il est quasi inexistant. On parle de retard avec des retards qui sont plus ou moins longs. Et avec l'expérience, en tout cas, nous, chez Risers, on s'est
doté évidemment d'une équipe interne de juristes pour suivre ces dossiers en recouvrement. Avant ça, on a chez nous une demande de reporting et de suivi des opérations trimestrielles et sur lequel ça peut nous amener à aller éventuellement à la rencontre des opérateurs et sur les opérations, voir les opérations et on communique. En tout cas, l'enjeu pour nos investisseurs, c'est de communiquer au maximum et de manière transparente sur comment avancent les dossiers. Et c'est toujours plus facile d'identifier un retard 6 mois à l'avance ou en tout cas le plus tôt possible et commencer à l'annoncer parce que c'est un retard de chantier, parce que la commercialisation dure un petit peu plus longtemps, parce qu'au moins il n'y a pas de surprise au dernier moment. Donc tous ces sujets, on va dire des retards sur des motifs habituels, c'est-à-dire un peu plus de temps pour construire ou un peu plus de temps pour vendre, ce n'est pas des grosses alertes. On prolonge sur des durées qui sont généralement relativement raisonnables et c'est de l'ordre de 6 mois. On fait des avenants de l'ordre de 6 mois et généralement ça se rembourse avant et ça se passe bien. Maintenant, voilà, il y a des cas de figure qui sont autres. Il peut y en avoir une multitude. Et là, évidemment, eh bien, l'enjeu pour chaque plateforme, c'est de se faire accompagner par des conseils experts sur le sujet. En tout cas, chez nous, on a quelques opérations recouvrement un petit peu plus difficiles et on a fait le choix de prendre des experts, en tout cas de déléguer cette gestion du recouvrement à des experts avocats. Maintenant, voilà, c'est en cours. Ça peut être anxiogène pour certains investisseurs. Les quelques recouvrements qu'on a enclenchés, sur lesquels on est allé au bout, la plupart, on a pu recouvrir le capital investi. On n'a jamais affiché de perte de capital investi. Il y a eu, en revanche, à plusieurs reprises, des remises qui ont pu être faites sur les intérêts. C'est arrivé. Maintenant, encore une fois, si on a des investisseurs entre guillemets un petit peu éduqués, qui ont bien joué le rôle de la diversification du nombre d'opérations avec un portefeuille divers et varié, avoir un dossier sur lequel il y a une baisse de rendement, ça ne vient pas impacter l'intérêt global du portefeuille de manière significative. Voilà. OK. Alors, on va passer à Vincent pour voir un petit peu comment il y a le traitement de ces défauts ou de ces problèmes. Et dans votre réponse, je voudrais juste aborder un point qui a été soulevé par Grégoire. Il a dit c'est anxiogène. Donc, ça, je vous le confirme. Ces problèmes sont anxiogènes. Je peux même vous dire pourquoi ils sont anxiogènes. C'est parce que tout simplement, la vie de la justice et le temps de la justice est complètement différent du temps du particulier. C'est-à-dire, quand un particulier, vous lui dites j'ai un problème et on n'en saura pas plus avant 3 mois, parce qu'il faut 3 mois avant d'envoyer le papier 1, de recevoir le papier 2, d'envoyer le papier 3, et donc pendant 3 mois, je n'ai rien à te dire, et je ne peux rien te dire d'autre, et je n'ai aucune information à te donner. C'est anxiogène par nature pour un particulier qui n'a pas l'habitude de temps aussi long. Donc, Vincent, si vous vouliez bien nous expliquer comment vous gérez cet univers de problèmes, et ensuite vous donnez votre point de vue. On a 3 catégories de problèmes. Le problème de la fraude. Là, c'est très simple. On s'est fait attraper une fois. Les flux ont circulé là où il ne fallait pas que ça circule. C'est réglé. On ne voit pas où c'est passé. On va attaquer la responsabilité adéquate au-delà même du pénal. Bon. Celui-là, je serais tenté de te dire que quand tu as un gars qui commence à vouloir te frauder, entre faux documents, faux conseils, enfin, tu sais pas être bien. Bon. On a après le problème de l'opération. L'opération qui a une difficulté. Elle a une difficulté parce qu'étude de sol, parce que te découvre, etc. Je serais tenté de te dire que c'est le plus simple. Parce que finalement, c'est le plus lisible. Tu as un PC qui avait un droit de passage qui n'était pas assez clair, qu'il faut reprendre. Donc là, nous, on peut intervenir en un mois, on peut aider, on peut faire des choses. Et après, tu as le problème de l'opérateur. Qui là, par contre, quand on est sur une problématique structurante, devient plus compliqué. Parce que si on augmente la pression de la sûreté sur l'opérateur et que nous-mêmes on le met en défaillance, on se tire une balle dans le pied. Donc il y a un juste équilibre à trouver pour faire en sorte que la pression de mener une action de recouvrement pour satisfaire les investisseurs ne tue pas aussi l'opérateur dans l'ensemble de ce qui s'est passé. Pourquoi la crise de 2008 n'a pas été violente comme elle aurait pu l'être? Parce que comme les banquiers étaient énormément engagés en GFA, en garantie de fin d'achèvement, et que l'encours était conséquent,
ils ont préféré prolonger leurs encours de crédit d'accompagnement que de bloquer ces crédits, mettre en défaut les promos et avoir les conséquences sur les OP. Donc, il faut aussi raison garder sur le backlog et le track. La réalité économique et la réalité du marché, c'est que le marché a 9 mois de retard. Et ces 9 mois de retard, pour les récupérer en capacité à produire, et donc à dégager de la marge et à s'en sortir en termes de BFR, c'est extrêmement long dans ce métier. Donc, on est à risque, mais attention à l'opération et attention à l'opérateur dans l'ordre. Et j'attire un autre point d'attention en ce moment qui est dramatique dans les opérations, c'est les défaillances sur chantier, qui sont juste extrêmement toxiques pour nos programmes. Parce qu'un abandon de chantier d'un maçon, un abandon de chantier d'un électricien, un abandon de chantier d'un plombier, ne serait-ce que pour des questions de reprise, de délai de reprise du chantier et de coûts, représente un risque de plus en plus important dans nos métiers. Et la défaillance des entrepreneurs dans le bâtiment est tout aussi inquiétante que la hausse des coûts matières premières que nous avons vus. Très bien. Donc ça, c'est un vrai sujet, la défaillance des entrepreneurs, donc la défaillance des sous-traitants, c'est ça? Oui. OK. Allez, Charles-Emmanuel Berthoud, on vous laisse nous expliquer comment vous gérez ce problème, enfin, Ouais, comment vous nous, gérez les problèmes et aussi de faire un petit pitch sur le côté anxiogène. Est-ce que vous aussi, vous remarquez ça, qu'il y a un côté anxiogène chez les clients quand ils sont dans un dossier à problème? je pense que c'est naturel. Quand on est, quand on a investi sur un dossier qui rencontre des difficultés, on a envie de savoir pourquoi, et c'est bien normal qu'on ait toute l'information et toute la lumière sur pourquoi il y a eu un retard sur ce projet. Chez Club Funding, on s'est beaucoup staffé et on va continuer de le faire sur des équipes qui sont dédiées et qui font que du suivi de projet. On est 15 personnes maintenant aux relations investisseurs pour répondre à nos investisseurs et on va recruter énormément de personnes, je pense 3 personnes supplémentaires, simplement pour faire uniquement du suivi de projet et répondre à nos investisseurs concernant la partie suivi des dossiers qui est fait par des équipes dédiées, accompagnées bien sûr par nos conseils, nos juristes et nos sociétés de recouvrement. Ça représente un gros coût chez vous? Alors, sur le coût, ça représente un coût parce qu'il faut bien sûr payer ces personnes-là, mais c'est un coût nécessaire. On a des projets à suivre. Il y a énormément de points de contact avec les opérateurs. Comme on l'a dit précédemment, Club Funding a connu une forte croissance, donc on a eu besoin de se structurer et naturellement besoin de recruter des personnes qui viennent d'ailleurs souvent de réseaux bancaires dans l'immobilier pour faire des suivis de projets et le reporter le plus fréquemment possible à nos investisseurs sur l'ensemble de nos projets, et en particulier ceux qui connaissent des rallongements de période. Aussi, OK. quand tu parles de coût, Bernard, si je peux me permettre, excuse-moi, Charles-Emmanuel, mais c'était un coût induit, c'était un coût marginal qui devient un coût dû au contexte important. C'est-à-dire que dans nos comptes de résultats, le coût des équipes de suivi et de recouvrement et ce renforcement-là, on ne l'avait pas trop vu venir, en tout cas pas dans ces montants-là. Très clairement, nous ne mentons pas. On savait le faire, on savait le suivre. On arrive aujourd'hui à des volumiques d'explications, des qualités de compréhension de nos clients et aussi les conséquences de notre croissance sur les années précédentes, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive sur une masse critique de sujets à traiter dans le suivi, dans un premier temps, voire dans le consensus dans un deuxième temps, qui n'est plus anecdotique sur notre structure de prix de revient. Ça, c'est sûr. Enfin, je parle pour nous, mais je pense que c'est un peu générique quand je vois les volumes de recrutement qu'on fait aujourd'hui, tous autant qu'on est en suivi et en contentieux. OK. Non, Charles-Emmanuel, honnêtement, Bien sûr, bah, nous, on s'est structuré, hein. Comme je l'ai dit, on a pris des Oui. personnes, donc il y a le coût humain, forcément, puis il y a des personnes qui travaillent, il faut bien les rémunérer dessus. Donc c'est normal, mais après nous, c'est pas extrêmement représentatif par rapport au volume qui est effectué, mais c'est sûr que ça a un coût. Nous, je pense qu'il y a 600 opérations en cours à suivre au quotidien. Donc ça demande des équipes, ça demande des personnes pour appeler les promoteurs, pour faire des points réguliers, pour transmettre la donnée aux investisseurs. Donc tout ça a forcément un coût. OK. Ben, c'est sur ces bons mots, donc ça coûte, ça va coûter, mais ça rapporte.
Ça me fait penser à une vieille publicité du loto qui disait c'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'est sur ces mots que je vais vous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé, merci beaucoup d'avoir été là et à une prochaine, sans doute l'année prochaine pour une nouvelle spéciale et on verra si vos prévisions sont avérées être justes. Merci Vincent, merci Grégoire, merci Charles-Emmanuel et à très Merci. bientôt. Au revoir. Merci Bernard, au revoir. Au revoir. Bonsoir Jérôme, ravi de vous retrouver. Vous étiez déjà venu nous voir l'an dernier en nous expliquant votre fonds, quelque chose d'un peu novateur, d'un peu différent, un fonds un petit peu confidentiel, avec des frais très bas par rapport à la moyenne du marché. Un fonds qui était un peu ce qu'on appelle de friend and family, qui s'est un petit peu ouvert au sens le plus large possible du friend avec des gens. Mais en tout cas, vous nous avez expliqué que vous voulez absolument maîtriser de savoir qui possède votre fonds et qui est intéressé par votre type de gestion. Donc, juste pour rappeler à nos auditeurs qui ne vous ont pas écouté l'an dernier, le fonds s'appelle Sipanga. Vous avez essentiellement deux parts. Une part où on rentre librement et on sort librement, et une autre part où on est bloqué pour une période de 3 ans. Et vous avez inventé un mécanisme un petit peu particulier où les gens qui veulent de la liquidité vont un petit peu payer des gens qui acceptent de perdre la liquidité. On ne va pas rentrer dans les détails du calcul, mais c'est un petit peu ça. Et ce fonds, et là on va rentrer dans des détails et je vais vous donner la parole, vous voulez une sorte de gestion père de famille, une sorte de gestion du milieu. Vous ne voulez pas être trop prudent ou aller vers le fonds garanti. Vous laissez ça aux livrets réglementés et aux produits bancaires. Vous ne voulez pas être non plus trop offensif. Vous laissez ça aux autres avec des fonds actions ou avec une gestion plus offensive pour aller chercher du rendement en acceptant du risque. Vous voulez vraiment la gestion, j'ai envie de dire la gestion idéale du bon père de famille. Quand j'ai commencé ce métier de gestion de patrimoine, on m'a dit la première des choses, c'est de ne pas perdre d'argent. La deuxième des choses, si on peut faire l'inflation, comme ça, on conserve la valeur. Et la troisième des choses, c'est de gagner de l'argent. Et mon maître à penser ou mon instructeur m'a dit, surtout, ne crois pas que la troisième est la première. D'abord, tu ne perds pas d'argent. Ensuite, tu conserves la valeur. Et ensuite, tu cherches à en gagner. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mots? Est-ce que c'est un petit peu votre philosophie? Ou non, vous avez une philosophie un petit peu différente? Non, je suis entièrement d'accord avec le premier point. En tout cas, c'est que toute entreprise d'investissement, son succès passe par la capacité à ne pas perdre d'argent dans les phases qui sont compliquées sur le marché. C'est-à-dire que le succès à long terme, c'est avant tout d'éviter les gros accidents et les grosses pertes quand les marchés sont plus compliqués. Donc, c'est vraiment tout à fait en phase avec la philosophie du fonds. La philosophie du fonds, elle est basée sur une idée assez simple, qui est que c'est un fonds que j'utilise pour moi, pour la gestion de mon patrimoine liquide. Et un patrimoine liquide, en fait, il est soumis à des rachats. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à certains moments besoin d'aller puiser dans ce patrimoine liquide, soit pour assurer votre train de vie, soit pour réaliser des investissements autres de long terme. Par exemple, si vous décidez de faire un investissement en immobilier ou si vous décidez de faire un investissement sur un fonds de private equity ou ce genre de choses, à un moment donné, vous allez devoir mobiliser des liquidités que vous allez investir sur un horizon beaucoup plus long. Donc, ce patrimoine liquide, puisqu'à un moment donné, l'investisseur, et moi j'en fais partie, peut être amené à faire des retraits de ce patrimoine liquide. Si vous faites un retrait à un moment où la performance est en baisse de moins 30% ou moins de 40%, vous enfermez de manière définitive cette perte en capital. Et ma perception à moi du risque, ce n'est pas tellement la volatilité ou le fait d'être devant, derrière un indice, devant, derrière un concurrent. Ma perception du risque en tant qu'utilisateur final, c'est la perte en capital permanente. C'est-à-dire que si j'enregistre une perte en capital, c'est là où je suis assez mécontent de mon travail. Donc, le premier objectif de ce fonds, c'est de limiter ces baisses. Ça ne veut pas dire que l'idée, c'est de ne pas avoir de baisse, parce qu'il n'y a pas de recette magique sur les marchés. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas un minimum de risque et que vous n'acceptez pas un minimum de risque, vous ne pourrez pas engendrer de rendement satisfaisant. En tout cas, vous ne pourrez pas engendrer un rendement qui potentiellement vous protégera contre l'érosion monétaire. Donc, il faut prendre un peu de risque, mais ma volonté, c'est de limiter le risque et je le mesure par ce qu'on appelle le drawdown, c'est-à-dire le chemin entre le plus haut et le plus bas.
Et donc, finalement, si vous avez si vous avez investi dans le fonds au moment où sa valeur liquidative était à son record historique, il ne faut pas, et j'essaye de faire en sorte en tout cas que, quel que soit le moment auquel vous sortez, vous n'ayez pas une baisse qui soit supérieure à 10%. Et donc, restez À combien, pardon? moins 10. La zone de Moins confort, c'est autour de moins 10. Alors, c'est peut-être moins 11, moins 9, moins 12, vous voyez, mais la zone de confort, c'est ce qu'on appelle le low double digit, c'est-à-dire aux alentours de moins 10. Je pense que c'est supportable pour un patrimoine à ce moment-là, à la fois psychologiquement et financièrement. Ça devient plus compliqué pour du patrimoine liquide lorsque vous avez des volatilités qui sont beaucoup plus importantes et des baisses qui peuvent aller à moins 20 ou moins 25%. D'accord. Alors, si, la date de création du fonds, le fonds, il a été créé en quelle année? En octobre 2011. En octobre 2011. Et si on calcule, enfin, si on vous demande le drawdown, donc la plus grosse période de perte depuis octobre 2011, donc Alors, depuis la création du fonds, donc le client le moins chanceux qui aurait eu contre lui toutes les choses et qui n'aurait pas eu d'autre choix que de sortir au pire moment, il aurait perdu combien? C'est un client qui aurait été obligé de sortir en fin mars 2020, donc en plein Covid, et qui aurait acheté fin décembre 2019, donc 3 mois avant. Il aurait subi toute la chute liée au Covid, il aurait perdu 9%. 9%. Bon, en sachant que le Covid, ça a été extrêmement violent, donc je pense que ça s'est déjà bien rétabli un mois après et 6 semaines après. Oui, mais en tout cas, voilà, le pire, c'était 9. Après, on regarde aussi, moi, je regarde aussi sur un an glissant. Finalement, on a un historique qui est très long maintenant, donc sur plus de 10 ans, quelqu'un qui aurait acheté et qui aurait revendu 12 mois après, la pire période sur 12 mois glissants, ça a été moins 5. Donc, c'est quelqu'un qui aurait acheté en mars 2019 et qui aurait revendu en mars 2020. Lui, il aurait perdu 5%. Donc, voilà, le contrat c'est celui-là, en fait. D'accord. Et si on regarde un peu les années civiles pour un petit peu vous comparer aux autres, alors si on prend une année, on va dire, qui était très compliquée et complètement imprévue, comme l'année 2020, en 2020, le fonds, il a fait combien? Alors, la part liquide du fonds, elle a fait 0. 0. En 2021, qui était une année plutôt de rebond? Elle a fait 14. 14. En 2022, qui était plutôt une année très compliquée, avec l'immense majorité des fonds qui ont perdu de l'argent? Elle a fait plus 2,5. Plus 2,5. Bon, et là, depuis le début de l'année, les marchés sont plutôt porteurs, les obligations remontent. Vous êtes plutôt positif alors? Oui. Je ne sais pas la performance exacte du mois, mais c'est une performance qui va tourner autour de 1,5%. Ouais. D'accord. Ce qui est quelque chose parfaitement en ligne. C'est-à-dire qu'une belle année pour vous, c'est faire 12-14, c'est ça? Je ne sais pas, une belle année pour moi, ce n'est pas perdre d'argent. D'accord. Ensuite, c'est faire une performance qui va permettre de protéger le portefeuille contre, entre guillemets, l'inflation ou l'érosion monétaire. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai dressé le bilan de l'année 2022, et chaque année, je fais une lettre aux investisseurs pour faire ce bilan avec eux. Je dis voilà, je suis assez content, on a assez bien travaillé sur la protection du capital parce qu'effectivement, en 2022, tous les fonds patrimoniaux, quel que soit leur profil, que ce soit un profil prudent ou un profil équilibré, ils ont perdu entre 10 et 15%. Donc finalement, être capable de délivrer une performance positive, on a fait 2,5 sur la part liquide et 4,5 sur la part bloquée. On était très content de ça. Par contre, on avait un environnement inflationniste fort parce qu'on a des hausses de prix sur l'année 2022 qui ont atteint de l'ordre de 10%. Donc, on n'a pas rempli la deuxième mission fondamentale du fonds qui est de protéger le capital contre l'érosion monétaire. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on pouvait acheter 100 le 1er janvier 2022, on le paye le 31 décembre 110. Et si vous aviez investi 100 dans le fonds au 1er janvier 2022, vous aviez 103 ou 102,5 à la fin de l'année. Donc, il y a eu, en tout cas sur l'exercice 2022 en facial, il y a une petite perte de pouvoir d'achat. Et ça, c'est le deuxième objectif de ce fonds. Sur une période, alors, on ne va pas le mesurer sur une période annuelle parce que c'est un peu court. En tout cas, sur une période de 3 ans, qui est en gros l'horizon d'investissement pour ce type de produit, on souhaite quand même que la performance permette de se protéger contre l'inflation. D'accord. Qui est un concept assez particulier, parce que si on regarde depuis la création du fonds, il y a un peu plus de 10 ans, les chiffres d'inflation qui sont publiés par la Banque Centrale Européenne mettent l'inflation à peu près 25% en cumulé, ce qui veut dire qu'en gros, pour se protéger contre l'érosion monétaire,
il aurait fallu faire une performance d'au moins 25% au cours des 10 dernières années. Et nous, on regarde des choses différentes. Par exemple, on regarde le prix d'éléments qu'on consomme et qui entrent dans les dépenses que l'on fait. Et un des indicateurs qu'on aime bien regarder, c'est le prix d'un iPhone, en fait. Parce que le prix d'un iPhone, tous les ans, on a un nouveau prix. C'est assez indiscutable. Et alors, on n'est pas obligé de changer son téléphone tous les ans, sauf quand on a beaucoup d'enfants, parce qu'ils veulent récupérer les anciens téléphones. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qu'on change assez souvent. Un iPhone, quand on a ouvert le fonds, nous, en 2011, ça valait, je pense, 600 et quelques euros. Le plus bas modèle, l'entrée de gamme, 629 euros. Maintenant, l'entrée de gamme vaut 1029 euros, donc ça a augmenté de 62%. Donc, alors, la BCE nous dit 25% d'érosion monétaire sur les 10 dernières années. Moi, je dis plutôt 60%. Et on a regardé ça sur d'autres choses comme le prix d'un forfait dans une station de ski, le prix d'une Golf, Volkswagen Golf 4 portes. Et on a beaucoup de ces choses-là qui ont monté entre 50 et 60% en fait. Donc, le bon benchmark, en tout cas, c'est plutôt ça pour nous que les chiffres d'inflation en eux-mêmes. D'accord. Mais ça, c'est, on va dire, l'inflation une fois que l'indispensable est réglé. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un iPhone, on se loge, on se nourrit, on se soigne et on s'éduque. Bon, allez, on va faire, en tout cas, on se loge et on se nourrit. Ça, c'est sûr, avant d'acheter un iPhone. Donc, probablement que la vérité est entre les deux. Alors, moi, j'ai encore 2 questions rapides à vous poser avant que vous nous expliquiez comment vous faites. On est en train de voir ce que vous faites. Après, vous allez nous expliquer comment vous le faites. Le pire résultat annuel depuis 2011, ça a été c'était l'année 2018 où on a perdu 1%. Et le meilleur résultat annuel depuis 2011? C'était l'année 2021 où on a gagné 14%. 14%. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous convient par rapport à ce que vous vouliez faire de votre fonds, de vous dire, voilà, suivant les années, je ferai entre 0 et 14. Vous pensez que vous êtes complètement dans l'esprit de ce que vous avez voulu faire? On est complètement dans l'esprit parce que, on n'a jamais perdu plus de 10% en max drawdown, qui était vraiment notre sujet. Donc, on est dans le cadre de ce qu'on s'était fixé en termes de risque et on est dans le cadre de ce qu'on s'était fixé en termes de performance parce que le fonds a quasiment doublé en 10 ans. Donc, on a fait à peu près un peu plus de 6,5% par an de rentabilité en moyenne, face à une inflation dont on voit qu'elle était à 25%, et même si on va chercher des choses qui sont moins utiles, mais qu'on achète quand même, qui sont aux alentours de 60%, globalement, on a protégé la valeur du pouvoir d'achat, la valeur du patrimoine a été protégée. Donc, on est bien, enfin, on est content du travail qui a été fait. Ça répond à l'objectif qu'on s'était fixé. D'accord. Et maintenant, j'ai donc ma dernière question, qui est une grosse question. Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous faites ça au quotidien? Ok. Alors, avec beaucoup de pragmatisme, en fait. Moi, ça fait bientôt 30 ans que j'ai commencé à bosser sur les marchés et en gestion. Donc, au fil du temps, on accumule une façon de faire et on développe une philosophie d'investissement. Pour faire très simple, il y a 3 piliers pour moi qui sont très importants dans la manière qu'on a de gérer ce portefeuille. Le premier, c'est qu'on ne fait pas de prévision et on ne fait pas d'anticipation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez Galbraith, qui est un économiste nobélisé assez célèbre, il disait quelque chose que moi j'aime beaucoup. Il disait, dans le métier de ceux qui font des prévisions, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ne savent pas et il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et c'est les plus dangereux. Donc nous, on ne sait pas, et par contre, on sait qu'on ne sait pas. Et donc, on porte très peu de crédit à tout ce qui est anticipation. Voilà, tous les stratégistes qui nous expliquent que le marché sera à 5000 à la fin de l'année, mais que tout ça, pour nous, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, on ne fonctionne pas avec ça, et en tout cas, on n'utilise pas ça pour décider de comment on va gérer le portefeuille. Par contre, on regarde beaucoup l'histoire. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à regarder les tendances très long terme. Je considère, moi, que les marchés financiers, c'est une histoire de balancier. Et le balancier, il a une tendance de long terme. Et puis, parfois, pour des raisons, notamment des raisons parfois, soit d'intervention des pouvoirs publics, soit de psychologie des investisseurs, on va s'écarter de cette tendance à long terme, soit à la hausse, soit à la baisse. Et ça va créer des opportunités
de moments qui sont attractifs pour investir parce qu'on a des espérances de rendement qui sont très bonnes. Il y a d'autres moments où il faut être plutôt rester sur le côté et s'absenter. Donc, la première chose qu'on fait, c'est ne pas chercher à comprendre ce qui va se passer demain, étudier le passé pour comprendre la cyclicité et essayer de se faire une idée de où est-ce qu'on se trouve dans le cycle. Le deuxième pilier de la façon de travailler, c'est un pilier de discipline, on va dire, c'est pas parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer qu'on ne peut pas l'anticiper. C'est-à-dire que Bernard, si là je vous dis, ben voilà, c'est sympa, je t'invite en week-end, rendez-vous demain à l'aéroport de Lisbonne, on part 2 jours tous les deux. Bon, ben, tu vas te dire, je ne sais pas où je vais. Donc, je fais une petite valise et je mets un maillot, une polaire, un pantalon, un short, et puis on verra bien où il m'amène. Bon. Donc, tu vas diversifier ta valise parce que tu ne sais pas trop où on va aller ensemble. Là, on fait exactement la même chose dans le portefeuille. C'est-à-dire que comme on considère qu'on ne sait pas trop où on va aller sur les marchés, on va le diversifier énormément pour le rendre le plus solide possible et pour faire en sorte que ce portefeuille il puisse traverser à la fois des mers calmes et des mers houleuses et qui ne soit pas axé sur un seul scénario et qui puisse s'ouvrir sur beaucoup de choses. Donc, énormément de diversification. C'est un portefeuille dans lequel on va trouver des investissements traditionnels et des moteurs traditionnels de performance comme les actions et les obligations, mais aussi beaucoup de moteurs de performance qui sont très différents, qui peuvent être l'immobilier, la gestion alternative, les matières premières, les actifs réels. Voilà. Et c'est ce qui nous a permis l'année dernière, en 2022, finalement, d'avoir une performance qui était positive. On n'est pas des génies, on n'avait pas anticipé du tout que les marchés allaient s'écrouler en 2022. La seule chose, c'est que dans notre portefeuille, il y a des obligations, il y a des actions, mais ce sont deux des 5 moteurs de performance qu'on a. Et donc, les autres moteurs, eux, ont plutôt délivré de la performance qui nous a permis d'avoir un résultat qui soit positif. Donc, c'est vraiment la base de la gestion de ce fonds, c'est une extrême diversification. Aujourd'hui, dans le portefeuille, il y a en gros 25% de cash. Donc, on va considérer qu'il est déployé à hauteur de 75%. Sur les 75%, on a 91 lignes d'investissement. Vous voyez, on a un peu moins de 1% par ligne. Et là-dessus, on a des classes d'actifs très diversifiées. Donc, c'est vraiment un portefeuille très riche en termes de diversification. Vous avez des interdits ou alors vous vous interdisez rien? Vous avez des crypto-monnaies dans votre portefeuille? Ouais, on en a de 2 manières. On en a un tout petit peu en directionnel, entre guillemets, et ça représente 0,4% du fonds aujourd'hui. Là, c'est plutôt du tactique qu'on va faire et c'est quelque chose qu'on va utiliser plus en trading et plus un peu comme on utiliserait de l'or en termes de valeur refuge. Et après, d'ailleurs, justement, de l'or, vous en avez? De l'or, on en a aussi un petit peu, oui. Et l'or, on a en physique et en mine d'or. Et après, en crypto, on a aussi un fonds d'arbitrage qui, lui, ne va pas être directionnel, mais va venir faire des arbitrages en fonction des opportunités qu'il a. Sur les fonds directionnels, on a perdu de l'argent l'année dernière. Pas beaucoup, mais parce qu'on a beaucoup tradé, mais un petit peu. Sur le fonds d'arbitrage, lui, il avait fait une performance de 8% l'année dernière. Donc, il a assez bien travaillé dans l'environnement qui était volatile. Et donc, on ne s'interdit rien. Parce que il faut vraiment, l'idée, c'est d'avoir le plus de choses possible. On a des fonds qui font ça s'appelle du litigation finance, donc qui financent des procès. On a des fonds qui financent des cabinets d'avocats. On a des fonds qui font des financements de séries télé. Enfin, on a vraiment un horizon très large. Une partie est faite en direct, c'est nous qui le faisons, notamment la partie stock picking, mais une très grosse partie de la gestion du portefeuille, elle est faite à travers d'autres fonds. On est en gros à un rapport de 80-20. C'est-à-dire que le fonds fait 200 et quelques millions, il y a 40 millions qui sont déployés en direct dans des investissements de type action ou obligation, et il y a quasiment 160 millions qui sont déployés auprès d'autres fonds. D'accord. Alors, en 1 minute, parce que là, on arrive à la fin de notre partie, une petite vision de l'année 2022. Alors, on ne va pas vous demander de deviner, puisque vous avez dit que vous ne savez pas et vous savez que vous ne savez pas. 2022, je peux deviner, mais 2023, mais votre vision de l'année 2022 et peut-être ce que vous avez appris de l'histoire et des pièges à surveiller ou des erreurs à ne pas faire en 2022. Ok. Alors, je termine juste une toute petite 30 secondes Bernard, sur le process, qui est la fin du processus, qui est de dire finalement, il y a 2 choses qui sont difficiles et sur lesquelles on essaie d'être vigilant. La première, c'est d'acheter des investissements à un prix qui ne soit pas complètement éloigné de leur valeur intrinsèque. Donc, on a plutôt une culture, en tout cas value, parce que
on se dit, si on a payé quelque chose pas trop cher et qu'on s'est trompé, bah, finalement, le délai pour avoir un retour à meilleure fortune sera plus court. Et la deuxième chose, c'est d'être assez contrariant. C'est de se dire, finalement, ben, c'est assez difficile, mais il faut être prudent quand tout le monde est assez euphorique et un peu plus courageux quand tout le monde a peur. Alors, la vision qu'on a sur 2023, je ne sais pas où on ira. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde, nous, les marchés aujourd'hui, et notamment les marchés d'actions, on constate qu'on s'était éloigné très fortement de la tendance historique fin 2021, que ce soit en termes de valorisation des marchés ou en termes de prix unique, enfin de performance, tout simplement. Et ça, on en avait parlé ensemble et on en avait parlé dans la lettre aux investisseurs en fin 2021. Ça nous avait conduit à adopter une posture défensive sur l'année 2022. C'est-à-dire qu'on mesure toujours, nous, la part de notre capital qui est déployée, entre guillemets, pour faire de l'argent et la part du capital qui est déployée pour se protéger. On était passé 2022, en gros, à un tiers de l'argent déployé pour la croissance du capital et les 2 tiers déployés pour la résilience du capital, pour se protéger, justement parce qu'on trouvait qu'on s'était éloigné de manière assez forte de cette tendance long terme. On a corrigé en partie les excès de 2021 en 2022, mais on reste quand même dans des niveaux d'éloignement à la tendance long terme qui sont assez importants et qui ne rendent, selon nous, pas encore suffisamment attractifs les marchés de capitaux standards pour y déployer beaucoup d'argent. Donc, on est un peu moins éloigné de la tendance long terme, mais on va dire que les feux sont un peu moins rouges, mais pour nous, ils sont toujours à l'orange. Et donc, on reste dans cette posture qui est une posture, en gros, un tiers de notre capital au travail et 2 tiers pour nous protéger. Et ben, c'est là qu'on va s'arrêter parce que nous, on connaît bien le code de la route et au feu orange, on s'arrête. Et merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup pour ce partage de connaissances. N'hésitez pas à revenir si vous avez des choses intéressantes ou des choses nouvelles ou si vous sortez un nouveau fonds ou si quelque chose se passe dans votre société de gestion ou dans le fond. À très vite et bonsoir. Au revoir. La French Radio, Portugal.